Bonsoir à tous. Désolé de notre petit retard, on a eu un contretemps. La conversation a déjà commencé entre Jean-Pierre Chevalier et Georges Lecor. Donc merci à tous de votre présence ce soir. Un petit mot d'abord pour vous rappeler la conférence Gambetta. Donc nous sommes un groupe de trentenaires réunis dans un laboratoire d'idées sociales et républicaines dans le but de croiser les points de vue d'universitaires, de praticiens, tout simplement de citoyens engagés, pour nous aider tous à faire notre métier de citoyen, comme disaient les philosophes que je connais. Pourquoi Léon Gambetta? Pour le programme qu'il a donné à la République, le retour du suffrage universel, les grandes libertés politiques, de réunion, d'association, de la presse. Est-ce que ce programme et ces questions sont toujours d'une brûlante actualité? Quand on pense à la non-application du référendum de 2005, on se pose la question de la souveraineté populaire. Quand on pense à la concentration capitalistique dans les médias, on se pose la question de la liberté de la presse et de la pluralité de la presse. Quand on pense à l'évasion fiscale, on se pose la question de l'impôt sur le revenu citoyen, qui était demandé par tous les républicains, en particulier par Léon Gambetta, etc., etc. Léon Gambetta, c'est aussi l'imagination au pouvoir, symbolisée par cette sortie de Paris en Bavière. Je m'arrête là pour nous centrer sur la pensée et homme Georges Lecor, qui a commencé pas très loin d'ici, à quelques pas, à l'IEP de Paris en 1958, et poursuivi donc avec son doctorat ici, donc économiste, historien. Il est passé notamment dans plusieurs banques centrales, a été ministre des Finances du Liban, et c'est aussi évidemment un grand penseur qui a produit une quantité impressionnante, pour moi en tout cas, d'ouvrages. Ceux qui connaissent ici connaissent en particulier pour ses ouvrages sur le Moyen-Orient, sur l'histoire du Moyen-Orient, sur l'histoire du Liban, le Liban contemporain, sur la fracture imaginaire entre Orient et Occident, qui lui a donné à voir en miroir les mythes de l'Occident, sur ce livre sur l'Europe que vous avez écrit. Ça vous a également fait réfléchir sur la laïcité, et vous prenez dans un livre que vous avez écrit en 2012 une lecture profane des conflits, et de ne pas voir toutes ces guerres sous l'angle uniquement de questions religieuses. Mais vous ne vous êtes pas arrêté à ces questions avec un livre sur le désordre économique mondial, un livre sur le nouveau gouvernement du monde, ce qu'on appelle la gouvernance, la mondialisation, etc. Je m'arrêtais là pour vous céder la parole et ensuite instaurer un dialogue avec Jean-Pierre Chevènement, que l'on ne présente pas, et je dirais seulement qu'il y a eu des responsabilités de ministre de la Défense à une époque cruciale, en 1988 à 1991, et qui est actuellement président de la fondation de l'ICER de France. Et je ne vais pas énumérer l'ensemble des raisons pour lesquelles je pense que ce dialogue s'avère passionnant. Je vous cède immédiatement la parole, M. Corr. Merci. Merci de cette invitation à parler à un public jeune et apparemment ravi de s'informer, de mieux connaître. Ça n'est pas étonnant, puisque ils sont aussi formés à votre pensée, qui essayent de dépasser les clichés. Je crois que nous avons ceci en commun. Les clichés me donnent des boutons. Je j'entends des paroles clichés, je prends la plume. Mais si vous voulez, mon introduction va tourner un petit peu autour du eux et du nous. Il m'a gêné depuis ma tendre enfance. Entendre à la maison eux et nous. Alors eux et nous, c'était les chrétiens et les musulmans. Et puis je trouvais une contradiction massive parce que les meilleurs amis de mes parents étaient très souvent musulmans. Je ne comprenais pas ce eux et ce nous. Alors il y avait l'imaginaire, on trouvait tout le temps des discours sur
le danger islamique, et puis il y avait la pratique qui était tout à fait différente. Donc il y avait cette espèce de schizophrénie, presque, et d'une dichotomie entre l'imaginaire et la réalité, avec une réalité qui était bien meilleure que l'imaginaire. Alors on peut l'expliquer, il y a des causes historiques, il y a des... Et le E et le N, ça n'arrêtait pas là seulement, parce que venant d'une famille maronite, donc rattachée à l'église de Rome depuis longtemps, etc., on regardait de travers les orthodoxes, par exemple. C'était des schismatiques. Là aussi, il y avait eux et nous. Il y avait les Coptes en Égypte. Alors les Coptes, c'est très drôle. Personne n'en parle. Il y a 10 millions de chrétiens en Égypte. Au moins 10 millions de chrétiens en Égypte. Jamais un mot sur eux. Alors, je pense qu'il n'y a pas de mot sur eux parce qu'ils sont monophysites et que donc ils n'appartiennent pas... moi j'appartiens à, entre guillemets, une minorité rattachée à l'église de Rome. Donc, la France est un passé catholique ardent. Donc, en dehors des églises rattachées à Rome, on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres chrétiens de la région, notamment les 10 millions de Coptes. Alors je vois tout ce qui est œuvre d'Orient et autres, les Coptes, oui, sont laissés de côté. Il fallait alors penser cette diversité du eux et du nous chrétiens et musulmans, et puis penser la diversité dans le christianisme. Apprendre que heureusement nous étions nés maronites, rattachés à l'église de Rome, et que nous n'étions pas des monophysites coptes ou des nestoriens ou des grecs orthodoxes rattachés à la Russie ou au patriarche de Constantinople. On entendait des choses affreuses aussi, par exemple sur les Grecs catholiques. Ce sont les juifs de la chrétienté orientale, par exemple, les clichés qu'on pouvait entendre. Bon, et donc j'ai appris relativement tôt à penser la diversité dans le christianisme. Voir que les chrétiens n'étaient pas tous rattachés à Rome, que le christianisme était quelque chose de compliqué, que ce n'était pas simplement l'église de Rome et les églises qui pouvaient y être rattachées. Et puis il a fallu apprendre, une fois devenu un peu plus âgé, une fois sorti de l'enfance, la diversité musulmane. Apprendre la différence entre des sunnites, des chiites, les différentes sortes de chiites, et puis apprendre aussi ce qu'étaient les druzes, qui a toujours suscité les talents poétiques des grands voyageurs français, que Gérard de Nerval, par exemple. Et donc là aussi, c'était un assez gros effort de se familiariser avec cette diversité musulmane elle-même. Je peux ajouter qu'il fallait aussi penser une autre diversité, qui était compliquée, un autre eux et nous. C'était nous les orientaux face aux Européens. Même si on aimait beaucoup l'Europe, mais on sentait bien qu'on ne faisait pas partie de ce monde. Et puis les pères jésuites, chez qui j'ai fait mes études depuis le primaire jusqu'au secondaire, avec des noms français retentissants, nous faisaient bien sentir qu'on était différents aussi. Et puis je me souviens le matin, en rentrant au collège, à 7h-20, 7h-15, quand on venait nous dire les musulmans d'un côté, les chrétiens de l'autre. Pourquoi? Eh bien, parce que nous, chrétiens, on devait aller à la messe, et que les musulmans n'allaient pas à la messe. Et que donc ils avaient alors en plus de temps pour étudier.
que nous devions assister à la messe, et qu'il y avait des tricheurs qui avaient mis comme si c'était un missel tel ou tel livre dans lequel il fallait apprendre une fable de La Fontaine, quelque chose. Et puis, alors, chez les jésuites, on avait les penseurs interdits. Il y avait quelque chose qui s'appelait la réserve. On n'avait pas accès aux ouvrages de Nietzsche, aux ouvrages de Marx, la réserve. C'était fermé. Et là aussi, évidemment, quand on a l'interdit, on a envie de connaître. Alors, donc, on avait aussi, eux et nous, orientaux, face à des Européens. Et moi, personnellement, je ne voyais pas de différence. C'est-à-dire que mes copains chez les jésuites, qui étaient des Français, qui étaient des Sud-Africains, qui pouvaient être juifs ou musulmans ou chrétiens, bon, je trouvais qu'il y en avait qui étaient sympas, avec qui on s'entendait très bien, d'autres qui étaient un peu lourds, mais ça n'avait rien à faire avec leur religion. Et donc, je trouvais aussi que faire des catégories comme ça, et puis les marquer un peu au fer rouge, c'était pas très fair-play. Par contre, on avait un eux et nous qui étaient les orientaux francophones face aux amis égyptiens ou aux amis libanais qui étaient de culture anglo-saxonne. Le français en Égypte, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence, était presque une langue de résistance à l'occupation anglaise. C'était un pied de nez, l'occupation anglaise. Et puis, au fur et à mesure que je grandissais en âge, sont apparus un petit peu déjà les premiers signes de ce qui va devenir conflit de civilisation plus tard. Brodel, qui pourtant est un esprit tellement ouvert, qui parle de terre et de mer d'islam. Je trouvais ça très bizarre quand j'ai vu Brodel. Et Xavier de Planol, l'islam, alors là vraiment, les bras m'ont tombé. La Méditerranée, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas de mer qui appartienne à des religions. Je trouvais ça d'un loufoque de la part de personnalités aussi éminentes. Pierre Miquel, qui disait que l'islam est insécable. Qui connaît l'histoire des empires arabes ou arabo-musulmans plus plastiques que la religion islamique, personnellement, je ne connais pas. Ils ont été jusqu'à faire l'empire des Moghols aux Indes avec les hindouistes et les hindous qui sont des polythéistes qui normalement, le Coran dit, il est interdit de faire la paix avec les polythéistes. Il faut les combattre jusqu'à ce que le paganisme disparaisse. Or, aux Indes, ils ont bâti quelque chose d'extraordinaire, tout à fait exceptionnel. On n'en parle jamais d'ailleurs de ce grand empire de Moghols qui a fait beaucoup de choses et qui est une symbiose hindouiste et musulmane à la fois. Alors là aussi, quand j'ai entendu Pierre Miquel parler d'islam insécable, je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire. Il y a d'ailleurs dans le Coran, je le cite toujours, aujourd'hui le wahhabisme qui est devenu la forme imposée de l'islam, qui a pris la place de l'islam, alors que c'est une hérésie dans l'islam, que tout le monde oublie. L'hérésie qui a été combattue par l'Empire ottoman, combattue par Mohammed Ali, etc. Évidemment, ils ne sentaient pas le pétrole à l'époque, donc les choses étaient différentes, mais il y avait un verset du Coran qui vous dit si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une communauté unique, ummatan wahida.
Dieu ne l'a pas voulu. Il n'a pas fait d'une communauté unique. Vous avez un autre verset du Coran encore plus long qui vous dit et nous vous avons créé peuple et tribus pour que vous appreniez à vous connaître. Dialogue de civilisation avant l'heure. C'est un verset absolument formidable. Et donc c'est là que j'ai commencé à voir qu'on faisait un usage de l'islam qui était complètement déplacé et que les nouvelles générations, soit d'islamologues français, par rapport à des Maxime Rodinson ou à des Jacques Pert, ne connaissent rien à l'islam. Ils ont l'islam wahhabite en tête, c'est le wahhabisme qui est devenu l'islam. Et comme ils n'ont pas de culture historique sur la région en général, ils ont une culture wahhabite, ils sont spécialisés dans la culture wahhabite qu'ils confondent avec la culture musulmane. Bon, c'est évidemment très grave, on dit, mais c'est eux qui tiennent le haut du pavé de l'orientalisme aujourd'hui. Terminer les Jacques Pert, terminer les Maxime Rodinson, terminer les Régis Blacher, qui ne citent jamais d'ailleurs, parce qu'ils ne les connaissent probablement même pas. Mais par contre, ils pourront vous donner le moindre nom d'un petit chef terroriste. J'ai dit une fois méchamment qu'il faisait un travail de police, finalement, essayer de voir qui et quoi sur la scène du Moyen-Orient. Et alors, ce qui a été extraordinaire, c'est que sur la Syrie, brusquement, tous les terroristes sont devenus des combattants de la liberté. Récemment, on a cru que c'était la guerre d'Espagne, n'est-ce pas, que d'un côté il y avait des républicains et de l'autre côté il y avait la dictature franquiste. Je ne sais pas comment on peut avoir des aveuglements aussi énormes. Pour moi, c'est quelque chose qui mérite une étude approfondie. On puisse se tromper à ce point et continuer dans l'erreur. Ça me fait de la peine, j'aime la France. Vraiment, c'est très compliqué. Vous avez encore dans le monde diplomatique de ce mois-ci un article d'un Algérien qui jusque-là avait la tête froide et était un très bon journaliste et qui là s'aligne complètement sur les positions, les grands patriotes syriens, M. X, Y et Z, qui ont traîné dans tous les grands hôtels payés par les Turcs ou payés par la diplomatie française. Pour le front diplomatique, ça m'a fait de la peine aussi. Donc je pense personnellement, je pense qu'il faut complètement déwahhabiser la lecture du Coran. Plus urgent. Et il faut reprendre les grands textes qui ont condamné le wahhabisme. Tous les grands oulémas d'Égypte, par exemple, il n'y en a pas un qui n'a pas condamné le wahhabisme comme étant une hérésie qui donne une très mauvaise image de l'islam, qui pratique la violence. D'ailleurs, les wahhabites ont été armés par les Anglais pour pouvoir chasser plus facilement les Hachémites, qui avaient leur fameuse revendication d'un royaume arabe unifié. Donc c'était très pratique d'armer les wahhabites pour qu'ils fassent sortir les Hachémites, qui étaient les gardiens de la Mecque. Il y avait un royaume du Hijaz depuis des centaines d'années. Alors, je dois dire que là aussi, pour parler un peu de mon parcours intellectuel, à l'époque, avant d'entrer dans les questions de riches et de pauvres, Ibn Khaldoun est évidemment quelqu'un qu'il faut absolument connaître. Malheureusement, l'interprétation d'Ibn Khaldoun sur la Asabiyya a été complètement ratée par la jeune génération. C'est-à-dire qu'ils ont pris la Asabiyya au sens
dans un sens complètement déformé, la sabir, c'est le fondement de la dynastie, du royaume. Ce n'est pas des histoires de tribalisme, c'est une Khaldoun. Et donc, là aussi, ça a donné des choses absolument effarantes, y compris chez le pauvre Michel Serin, qui a fait l'ouvrage phare qui explique jusqu'aujourd'hui cette hostilité à la Syrie, qui était un ouvrage à la défense des frères musulmans syriens. Bon, à l'époque, trois personnes ont contribué à m'ouvrir beaucoup l'esprit, c'est la lecture de Karl Popper, Anti-système, la lecture de Hannah Arendt, pas tout à fait exceptionnelle, et puis notre meilleur philosophe du monde arabe, qui est libanais, ce n'est pas parce qu'il est libanais que je l'ai reconnu comme tel dans le monde arabe, qui s'appelle Nassif Nassar, et qui a écrit, fin des années 60, un manifeste pour que la culture arabe reconquiert son indépendance philosophique. Très très beau manifeste. Donc voilà, première partie, si vous voulez, de ma formation. Alors remarquez que Karl Popper et Hannah Arendt, depuis que l'URSS est tombé, on n'en parle plus beaucoup, ils ont joué leur rôle, et maintenant on les a mis au placard, hein, c'est plus la peine. Il y a d'autres philosophes à la mode qui nous racontent que la globalisation c'est formidable, que l'autre jour dans Le Monde il y avait un article absolument insolent qui expliquait que grâce à la globalisation on avait beaucoup progressé dans la transition sur le climat. Il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Alors, moi, j'ai appris à connaître une seule vérité. Je connais la diversité du monde et j'adore la diversité du monde. Je ne connais pas l'altérité. J'ai un texte que j'ai écrit il y a longtemps déjà. Altérité, ne connais pas. Je dis, je suis peut-être alténien, mais quelque chose qui s'appelle altérité. La seule altérité pour moi qui existe, c'est celle entre riches et pauvres. Il n'y en a pas d'autre. Entre nous ici, et puis un paysan indien qui meurt à peu près de faim et dont il y a tous les jours, je ne sais pas combien, qui se suicident, nous sommes sur des planètes totalement différentes. Là, il y a altérité. Et c'est à nous de briser cette altérité en faisant le combat pour la justice sociale partout dans le monde. Et je dois dire que je tiens de ma mère et de mon père un souci des pauvres, très très important. Ma mère par son christianisme était très ardent, et mon père qui avait écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Chez les hommes, et où il exprimait sa douleur devant la grande famine qui a frappé les Béroutins, qui étaient affamés par les Turcs pendant la guerre 14-18. Alors mon père aussi m'avait appris une chose que j'ai bien gardée en tête. Il m'a dit, mon fils, je te déconseille la lecture de l'Ancien Testament, c'est le livre des horreurs. Par contre, les évangiles, autant que tu veux, et pourtant il était agnostique. Ensuite, bon,
Mes parents ont disparu. Heureusement, avant la guerre libanaise, mon père s'adorait le spectacle de ce qui s'est passé au Liban en 1975, ça l'aurait de toute façon achevé, je pense. Ma mère est partie au début aussi des événements. Et bon, il y a eu cette période de 15 ans où, quelque part, j'ai un peu été dégoûté des révolutions parce que les partis en conflit se prévalaient tous de l'idée de la révolution. Ça a calmé mes grandes admirations pour les révolutions, sans pour autant me rendre réactionnaire, bien sûr. Et je me suis aussi enfoncé dans la rédaction de ma thèse de doctorat qui était justement sur les sociétés multiconfessionnelles. Et là, j'ai fait cet effort, j'étais parti sur l'idée d'examiner l'influence du christianisme et de l'islam sur les institutions libanaises. Et puis j'ai tiré le fil, et je suis remonté dans le temps. Et donc, j'ai vu la grande différence qu'il y avait entre le paganisme, qui était ultra ouvert. Les dieux des peuples conquis étaient intégrés au panthéon des peuples conquérants. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Donc, j'ai fait cette thèse de doctorat, et qui m'a appris aussi à bien connaître l'islam et l'Empire ottoman. Bon, par la suite, si je dois rechercher les influences qu'ont pu avoir certaines personnalités sur moi, je dois beaucoup à un prêtre libanais qui a longtemps enseigné ici à la Sorbonne et à l'Université de Louvain, c'est le père Joachim Moubarak, à qui j'ai consacré une biographie, un recueil de textes, et qui a écrit une pentalogie islamo-chrétienne. Il avait fait 3 thèses de doctorat de recherche sur les rapports entre l'islam et le christianisme et les traumatismes que ces rapports avaient trouvé pour les déconstruire, justement. Et puis, je dois beaucoup aussi à mon contact avec l'Algérie, un contact profond avec l'Algérie, professionnel et affectif aussi. J'ai découvert les Algériens, je vais passer dessus, mais j'ai découvert le docteur Pierre Chollet, qui était membre du FLN, il s'appelait Pierre Chollet, donc descendant de colons. Il était membre du FLN, puis j'ai connu d'autres membres du FLN, dont Mohamed Yazid, Abdelmalik Temam. J'ai connu l'expérience ratée d'industrialisation de l'Algérie, j'ai beaucoup écrit dessus, mais sur d'autres expériences ratées. Et puis je suis devenu, j'ai fait mon travail consultant économique qui m'a fait aller d'un pays à l'autre, pour l'Union européenne, pour la Banque mondiale, pour le Fonds monétaire. Donc j'ai connu ces organismes de l'intérieur. Et puis quand j'ai été nommé ministre, par accident aussi, j'avais bien hésité à accepter la fonction de ministre. Et c'était au moment de l'éclosion du néolibéralisme, de la domination du néolibéralisme qui a été incarnée au Liban par cette figure emblématique de Rafik Hariri, le grand ami de Jacques Chirac, et qui a pu faire tout ce qu'il a fait au Liban, dont spolier 230 000 ayants droit au centre historique de Beyrouth, grâce à la complicité du président Chirac, je m'excuse de le dire de façon aussi totale. J'ai vu des copies de chèques que m'ont montré des fonctionnaires de banque libanais à Paris qui partaient tous les mois régulièrement. Et donc, quand j'ai été ministre, c'était une guerre sans pitié entre M. Hariri et moi-même. Et c'était évidemment très déséquilibré. En plus, à ce moment-là, la presse française a cessé de me connaître. J'ai complètement disparu des écrans français. Il n'y avait plus un diplomate français qui venait me rendre visite, alors que j'avais
tous les 15 jours, avec la précision d'horloge, l'ambassadeur américain qui venait faire le point avec moi. Et pas vu d'ambassadeur français, si, il s'appelait le courtier d'ailleurs, il est venu 2 mois après ma prise de fonction, passer 10 minutes dans mon bureau, et puis c'est tout. Après je n'ai plus jamais revu. Et donc je suis arrivé au moment de cette éclosion du néolibéralisme et du formatage des cerveaux. Alors j'ai remarqué, je terminerai avec ceci, parce que je pense que c'est un point très important, les errements des banques centrales dans le monde qui continuent jusqu'aujourd'hui. Quand vous pensez aux milliers de milliards d'euros qui ont été refilés par la Banque centrale européenne aux banques européennes, sans que la croissance n'augmente, il faut quand même s'interroger. Mais vous savez, les gouverneurs de banque centrale, plus ils font des erreurs massives et plus ils sont portés au but. Je regarde Paul Volcker, qui lui a monté le taux d'intérêt aux États-Unis à 20%. Je pourrais vous dire, avec la doctrine monétariste, on ne voit pas comment, quand on les met à 20% en 4 ans, la monnaie double, la quantité de monnaie en circulation double. Et Paul Volcker, à la suite de cette hausse de taux d'intérêt, il y a eu toutes les caisses d'épargne américaines qui ont fait faillite. Ça a coûté à l'époque 600 milliards de dollars à l'État américain pour renflouer les caisses d'épargne. Paul Volcker, aujourd'hui, est une icône de banque centrale. L'autre gouverneur de banque centrale au Liban qui a monté les taux d'intérêt aussi à 35 et 40%, avec un système de double monnaie où on s'endettait en dollars à 5%, on plaçait en livres libanaises à 40%, à tir-lire, quoi. Est aujourd'hui porté nu comme. Et donc, méfiez-vous des gouverneurs de banque centrale, personne ne peut les contrôler, parce qu'aujourd'hui, on a amendé toutes les législations. Il n'y a qu'aux États-Unis où le gouverneur de la Fed doit aller tous les mois au Congrès américain raconter ce qu'il fait. Sinon, c'est terminé. On avait ce fameux gouverneur qui avait parlé de l'exubérance irrationnelle des marchés, qui vous souvenez. Si le gouverneur de la Banque centrale ne fait pas pourquoi les marchés sont exubérants, c'est grave, hein, mais tout le monde a trouvé que sa déclaration était très intéressante. Voilà, alors je terminerai par 3 ou 4 remarques. Je dirais que l'identité est quelque chose de mouvant. Je ne crois pas du tout aux identités stables. On peut faire changer l'identité avec une facilité déconcertante. Et vous avez des entrepreneurs identitaires qui sont des agitateurs ethniques très dangereux qui vous font changer. D'ailleurs, regardez combien de... Là, c'est pas ethnique, c'est idéologique, mais combien d'anciens communistes ou d'anciens socialistes sont devenus des néoconservateurs. Vous en avez souvent en France. Oui, trotskistes aussi. Nous en avons beaucoup au Liban aussi. Nous avons beaucoup de Bernard-Henri Lévy au Liban. Et ils sont dans le monde diplomatique malheureusement ce mois, comme je vous disais, il y a un article affligeant là-dessus. Oui. Non, mais je dis, il y en a beaucoup qui sont similaires à Bernard-Henri Lévy. Dans le monde diplôme Aujourd'hui, dans le monde diplôme d'aujourd'hui, il y a un Algérien qui, sur la Syrie, est Bekkaït. Akram, oui, que j'aime beaucoup, qui était un monsieur de. Je pense qu'il est tunisien. Ah, il est de Tunisie, il n'est pas d'Algérie. Vous verrez, pendant le monde diplomatique, vous verrez l'article, c'est un peu stupéfiant. Donc il y a des entrepreneurs identitaires, il y a des agitateurs ethniques. Et
tout ça va très bien avec le postmodernisme aussi, qui est une charlatanerie intellectuelle, postcoloniale, postmoderniste, et tout ça, c'est la French Theory transférée aux États-Unis. Alors oui, il y a la valeur du modèle français auquel je me suis toujours attaché. Dans un de mes ouvrages, je dis républicain du monde entier, unissez-vous, plus lequel. Et évidemment, l'État-nation est très mise à mal par la globalisation. D'ailleurs, je me souviens quand subitement on a décrété la liberté des ondes et des télévisions. J'ai dit, mais la France va devenir le Liban, c'est pas possible. Radio polonaise, radio arménienne, radio beurre, radio ceci, radio cela, radio shalom. Alors, évidemment, c'est pas facile, mais ça ne va pas très bien avec le modèle État-nation. Le modèle État-nation, il est aussi basé sur la séparation de l'espace public et de l'espace privé. Or, aujourd'hui, avec la télé qui pénètre dans tous les foyers, même la télé d'État qui fait des émissions religieuses, où est la séparation de l'espace public et de l'espace privé? Je pense que c'est un thème sur lequel une formation comme la vôtre, peut-être, devrait aussi réfléchir. Parce que la télé vous a envahi, elle est chez vous, vous pouvez regarder les chaînes du monde entier. Les téléphones. Bon, et donc là aussi, il faut voir comment arriver à conserver les acquis de l'État-nation sans que ce soit évidemment les partis populistes qui viennent se combattre. Voilà, dernière chose, je signale, parce qu'il est remarquable, le rapport Oxfam sur la concentration des richesses dans le monde. C'est un très grand document. Et je m'interroge sur ce qu'est devenu l'intermondialisme. Votre ami Samir Amin nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et c'est très triste, parce que je pense que ça a été un très très grand penseur. Et qu'il faut maintenir son œuvre vivante, Samir Amin, il ne faut pas le laisser tomber dans les oubliettes. En plus, c'était quelqu'un aussi qui se battait avec vigueur contre les mouvements fondamentalistes islamiques. Quelque chose de formidable contre eux. Alors, que devient cet intermondialisme? Je pense qu'une formation comme la vôtre peut-être s'en préoccuper aussi. Et puis, alors, les révoltes arabes, je ne pense pas que ça ait été une manipulation de l'impérialisme américain, comme le pensent des gens que je respecte beaucoup, comme l'ambassadeur Rimbaud. Je ne crois pas qu'on peut faire bouger par des techniques de manipulation des foules d'Orman jusqu'au Maroc. Ça me paraît... Mais ces révoltes arabes, j'en suis fier, elles ont eu un impact sur l'Europe, sur Podemos en Espagne, sur Occupy Wall Street, sur la Grèce aussi. Et donc, là aussi, il faut recommencer à rappeler tout cela. Parce que dans la conjoncture qu'on vit en France actuellement, je pense, et dans notre conjoncture dans le monde arabe, où la distance entre les dirigeants et les peuples, alors elle est aussi grande qu'en France. C'est important de renouer des liens d'anti-impérialisme, d'autant que, là aussi, on ne peut plus accepter à chaque fois ces crimes contre l'humanité qui sont commis, la Libye. Quel droit? La Libye est absolument affreuse. On avait déjà fait l'Irak,
temps de Saddam Hussein. On a fait la Syrie aussi. Où ça va s'arrêter? Cet ouvrage dénonce l'emprise de ce qui est bien l'impérialisme de l'OTAN aujourd'hui. Une constitution européenne qui vous dit, dans son dernier article, que la politique extérieure de l'Union européenne est conditionnée par l'adhésion de ses États membres à l'OTAN. Je ne sais pas si c'est très démocratique et si les bons citoyens peuvent accepter une telle chose. Et évidemment, c'est très dommage de laisser la contestation aux forces populistes. Donc, il faudrait que la contestation gagne d'autres milieux. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je crois que je vous ai dit le principal que j'avais à vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Jean-Pierre Chevènement, vous avez les premières questions qui vous sont venues de cette présentation. Vous voulez que je commence? Allez-y. D'abord, je veux saluer Georges Corne et rappeler qu'il vient d'être couronné par l'Académie française pour son livre « La nouvelle question d'Orion ». Je dois dire que je suis assez familier de sa pensée, car j'ai lu ses très nombreux livres, qui sont presque aussi nombreux que les miens. C'est le propre des ministres en vacances. Ils se vengent sur le papier. Donc, je vais lui dire toute l'estime que j'ai pour lui, parce que c'est original de voir un républicain au Proche-Orient qui défend ses idées dans plus qu'au Proche-Orient, dans l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient et du monde arabe. En général, disons que il n'y a pas beaucoup de républicains laïcs. J'en ai connu quelques-uns en Algérie. Je pense à un de mes amis qui est mort il y a peu de temps. Je cherche son nom, il présidait l'Alliance républicaine et nous organisions avec le mouvement des citoyens des couscous républicains. C'était dans les années 1990. Son nom m'échappe provisoirement, mais je vais le retrouver. Disons qu'en Tunisie, on en trouve aussi quelques-uns, dans la gauche marocaine. Mais il faut dire que l'idée de la nation républicaine, de la nation civique, si on peut dire que c'est quand même un courant idéologique, que le club Gambetta représente à sa manière, parce que nous parlons devant le club Gambetta. Il n'est pas tout à fait le club république moderne, enfin, c'est quand même des choses qui se rapprochent. Et je ne parlerai pas de l'univers éclaté des partis politiques en France, il ne reste plus grand-chose. Il y a eu une sorte d'explosion, qu'on appellerait Herculénum de Pompéi, et notre vie politique est aujourd'hui une vie politique éclatée. Finalement, tous ces partis politiques s'entendent sur le dos de l'actuel président de la République, c'est tout à fait normal, puisqu'il les a marginalisés, mais c'est à peu près le seul point sur lequel ils sont d'accord, et ils ne présentent aujourd'hui pas de perspective politique très crédible, pas d'alternative en vue. Il a créé, quand l'offre ne nous satisfait pas, il faut créer une autre offre. Elle restera virtuelle quelque temps. C'était le cas avec le CRS, quand il s'est créé dans les années 64-66, il aurait été virtuel, parce que l'Union de la gauche n'existait pas vraiment, le Parti socialiste était encore ce qu'il était, il fallait créer quelque chose de tout à fait différent, que nous n'avons pas réussi tout à fait à créer d'ailleurs. Ce qui fait que la suite a été ce que nous savons. Bon, ben, enfin, je reviens à Georges Corne pour dire que j'ai beaucoup admiré son exposé buissonnier, un peu à la manière de Montaigne, dans ses essais, puisque vous êtes passé d'un sujet à un autre, ça avait beaucoup de charme. Pour ceux, surtout, qui vous avez lu et
qui connaissait justement votre pensée, que vous avez résumé en disant que pour vous, il n'y avait pas d'autre altérité que celle qui existait entre les riches et les pauvres. Est-ce que je suis vraiment d'accord avec vous sur ce point-là? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Et pratiquant le doute méthodique, qui devrait nous rassembler, je vais essayer d'exercer le doute méthodique sur une pensée qui est très proche de la mienne. Et si je dis ce soir tous les points sur lesquels je converge avec vous, on risque de s'ennuyer, d'aller endormir. Donc je vais dire tous les points avec lesquels, je ne dirais pas que je diverge, mais sur lesquels je m'interroge. Parce que je suis moins affirmatif que vous sur un certain nombre de sujets. Si je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée d'une lecture profane, une lecture laïque, aussi objective et scientifique que possible, tant est que la science parfaite soit de ce monde, si je suis d'accord avec vous sur cette approche profane, qui doit quand même beaucoup à Marx, mais pas seulement à Marx, à beaucoup d'autres, qui ont enrichi sa pensée, enfin, avec tous les historiens apportent quelque chose, d'une manière générale, avec grille d'interprétation. Nous pouvons avoir des faits historiques. Il y a un point sur lequel je pense que je pourrais bien diverger avec vous, c'est le fait religieux. Est-ce que le fait religieux peut être passé par pertes et profits? Naturellement, moi je suis formé par l'école laïque française, je ne suis pas sorti d'un lycée de jésuites, hein, je suis sorti d'un lycée Victor Hugo de Besançon, et par conséquent, l'exercice du doute méthodique était vraiment ce qu'on m'a enseigné. Hein. Oser s'appairer, ose savoir, hein, essaye de faire travailler ta tête, faire marcher ton entendement. C'était également l'état d'esprit des parents, des instituteurs. Enfin, il y a l'idée que par le savoir, on pouvait quand même dominer un certain nombre de questions. Tort ou raison. Mais le fait religieux, c'est quand même imposé à moi comme à d'autres de mes amis. Je pense à Régis Debray, grand républicain, devant l'éternel, enfin, c'est chose dire. Mais qui lui-même a suggéré au président Chirac de faire enseigner le fait religieux dans nos écoles. Ça ne marche pas du tout parce que les professeurs ne sont évidemment pas formés à enseigner la religion. D'ailleurs, il ne faudrait pas laisser ça au curé, au rabbin, au pasteur, ce serait tout à fait contraire à la laïcité. Donc il faudrait former les enseignants à l'étude du fait religieux, l'étude scientifique du fait religieux. Ça n'est pas fait. Il y a nos pauvres IUFM qui n'existent plus. On les appelle maintenant les SP, les écoles supérieures de professorat, enfin, un truc qui ne marche pas. Et je ne pense pas que l'étude scientifique du fait religieux soit vraiment portée aujourd'hui par l'école. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Pourtant, il faudrait quand même s'intéresser au fait pourquoi il y a des religions. Alors, la réponse la plus simple, c'est que, évidemment, les hommes s'interrogent sur ce qu'il y a après la mort. Ils ont plutôt peur de ce qu'il y a après la mort, et ils ont peur des châtiments qu'ils pourraient encourir, du fait de toutes les mauvaises actions qu'ils commettent, quelquefois malgré eux, mais quelquefois volontairement. Donc, ils ont peur de l'enfer. Et si vous regardez la plupart des religions, la peur de l'enfer est au noyau constitutif de ces religions. Alors on dirait qu'il y a aussi le rêve du paradis, qui a des connotations différentes selon les religions. Par exemple, dans l'islam, il a des connotations sexuelles, féminines. C'est combien de vierges me sont offertes. Enfin, il y a au paradis tout ce qu'on se refuse sur la terre. L'alcool aussi, le vin, le bateau. Alors sur la terre, c'est interdit, mais dans l'au-delà, enfin dans le paradis, c'est accessible. Alors, je ne sais pas comment on se représente le paradis dans la religion chrétienne. Alors, il y a les
tableaux qui illustrent le mouvement dernier, ceux qui glissent vers les flammes, qui vont les faire retirer un tas de diablotins, qui sont quasiment enragés avec leur souffrir, tandis que d'autres s'élèvent vers les cieux. Donc, dans la religion, il y a quand même ça, au départ, me semble-t-il. Il y a quand même autre chose. Il y a un élan vers l'au-delà, vers la perfection, et j'ai même dû développer l'idée que les religions avaient été un facteur d'élévation morale de l'humanité par rapport à ce qui les a précédés. Généralement, l'animisme, les religions, c'est le polythéisme, c'est les trois monothéismes, dont on disait il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient générateurs d'intolérance, jusqu'à ce qu'on s'avise que finalement les bouddhistes en Birmanie n'avaient rien à envier aux monothéistes, bien que les bouddhistes ne soient pas des polythéistes. Mais si on regardait ce qui se passe en Inde, alors vous avez parlé de l'empire moghol, qui est un empire musulman, Babur, etc. Ils arrivent, ils installent leur sultan, leur maharaja. Ce sont des musulmans. Les musulmans sont toujours très tolérants quand ils sont en position dominante. C'est ce que nous apprend la doctrine de la dimitude. Ils tolèrent les juifs et les chrétiens quand, naturellement, on peut leur faire payer l'impôt. Si ce n'était pas le cas, ça n'irait pas aussi bien. Et en Inde, il s'est quand même passé une chose, c'est la partition. En 1946, les musulmans ont créé leur État, le Pakistan, laissant l'Inde créer le sien, où il y a quand même 200 millions de musulmans, qui ne sont pas bien lotis. Alors on peut accuser les Britanniques, mais c'est un peu facile d'accuser toujours, je dirais, les Britanniques, les Français, l'Occident, l'impérialisme. Je suis d'accord pour ne pas leur passer, je ne veux pas faire passer tous ces gens-là pour ceux qui ne sont pas, hein, et pour ceux qui prétendent d'être. Mais quand même, est-ce que la partition de l'Inde en 1946 est le fait des Britanniques? Est-ce que ça suffit à expliquer les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une logique endogène aux religions? Par exemple, prenons l'islam. La porte de l'interprétation a été fermée au IXe siècle. Ce qui fait qu'aujourd'hui se pose la question de l'interprétation des textes sacrés d'islam. Vous mettez l'accent sur ce point en disant que la République, la laïcité, pourrait fonctionner quand, en effet, on n'aura pas une interprétation littéraliste des textes sacrés de l'islam, comme celle que promeut le wahhabisme. Et je rappelle que le wahhabisme, il est né en 1750, enfin, au milieu du XVIIIe siècle. Alors, les frères musulmans, eux, se sont créés après la chute du califat ottoman. Et ça, c'est quand même une logique endogène. Ce n'est pas une création des impérialistes. Les Anglais, peut-être un peu soutenus les frères musulmans. Nasser s'en méfiait beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que les frères musulmans, c'est l'autre idéologie fondamentaliste, sont une création de l'impérialisme, alors qu'ils aient été instrumentés, et que ces courants fondamentalistes aient été instrumentés par l'impérialisme, c'est une évidence. Je pense que la guerre d'Afghanistan a été vraiment une forge pour créer Al-Qaïda. Al-Qaïda est la création, finalement, d'une stratégie qui visait à instrumenter les moudjahidines afghans, Gulbuddin Hekmatyar, aide à l'islamisme, tout ça, ça a été le terreau de ce qui ensuite a donné les talibans, et puis surtout Al-Qaïda, avec Oussama Ben Laden. Alors, maintenant, je vais faire comme vous, je vais emprunter un chemin buissonnier. J'ai connu Braudel, je prends un peu sa défense, parce que Braudel a quand même dit beaucoup de choses intéressantes sur la Méditerranée. Il a repris peut-être un peu la thèse de Pirenne, qui expliquait que l'Empire de Charlemagne n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'islam. L'islam qui, ayant en quelque sorte propagé sa foi au sud de la Méditerranée et en Espagne, a obligé
le royaume franc à faire face. Enfin, c'est une de ses thèses. Je suis bien obligé de constater quand même que bien que cette frontière était mouvante, il y a eu des confrontations, la principale était les croisades, il y a eu aussi beaucoup d'échanges très féconds entre le monde musulman et l'Europe. Comme président de la Fondation de l'Islam de France, je prépare une exposition pour montrer les liens entre la civilisation islamique et la civilisation européenne. Tout au long des 15 siècles d'histoire, ça commence par la première mondialisation arabe qui va de l'Espagne jusqu'aux confins de la Chine. Ça passe par la manifestation de la résilience de l'islam face aux croisades et aux invasions mongoles, et ça se termine par le passage des empires aux nations, de l'Empire ottoman, à ce qui a suivi. Alors, on incrimine évidemment Sykes-Picot, mais il n'y a pas que ça. Parce que si Sykes-Picot ne s'était pas appuyé sur quelques réalités, ça n'aurait pas marché. Et Damas et Bagdad, c'est quand même des grandes capitales, l'une du califat omeyyade, l'autre du califat abbasside, et il n'est pas anormal que c'aient été les capitales de nouveaux États qui tournent, même s'ils sont très hétéroclites, même s'ils ont été découpés en fonction de considérations très politiques, sur lesquelles vous avez toujours, à juste titre, insisté. Je reviens quand même sur ce que vous avez dit de Braudel, et puis de Miquel. Alors, je suis d'accord avec vous, l'islam, c'est cas, ça fait contre l'observation. Un livre très très bon, très intéressant, de Souleymane Mourad, qui s'appelle La mosaïque de l'islam. Mais Mahmoud Moussaïd et beaucoup d'autres ont expliqué la même chose. L'islam est pluriel. Il est un et il est pluriel. Et le christianisme, il est évidemment lui aussi très pluriel. Vous l'avez abondamment illustré et je n'y reviens pas. Mais s'agissant de l'identité, Braudel avait une phrase, il disait « Qu'est-ce que c'est l'identité d'un peuple ?» C'est toute son histoire. Et toute son histoire ouverte sur l'avenir, c'est-à-dire jamais close, donc toujours mouvante, mais néanmoins façonnée par son histoire. C'est-à-dire que cette identité qui s'appuie souvent sur une civilisation qui elle-même est adossée plus ou moins à une religion, je dis plus ou moins parce que je suis tout à fait d'accord avec vous, pour dire que par exemple, l'Europe, l'Occident, a une identité qui doit autant à Athènes et à Rome qu'à Jérusalem. C'était évident, et je parlais tout à l'heure de l'influence de l'école laïque française, c'est évident que l'école laïque française, il suffit de lire ce que disait Clémenceau et un certain nombre d'autres auteurs pour comprendre qu'elle est plus proche de l'héritage gréco-romain à certains égards que de l'héritage judéo-chrétien. Bien que cet héritage judéo-chrétien, comme on dit aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, ce mot est récent et il traduit une norme complexe de culpabilité qui a saisi l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, quand je dis l'Europe, il y en a qui ont traduit plus que d'autres. Malgré tout, c'est une réalité. Donc, on parle de l'idée de civilisation judéo-chrétienne et je crois que c'est le cardinal Lustiger qui parlait de nos aînés, les juifs, nos aînés à nous chrétiens. Bon, mais tout ça isole dans notre identité une composante incontestable, mais qui n'est qu'une composante, à côté d'autres composantes. Donc gardons à l'esprit que l'identité de chaque peuple est quand même une identité ouverte sur l'avenir. Il n'y a pas d'identité définitive. On ne peut pas essentialiser tel ou tel peuple. D'ailleurs, les Français, je sais que Montaigne tout à l'heure, Montaigne a dit quelque part « Je suis homme en général et français par accident ». Ce que ne disent pas les Allemands, qui pensent qu'ils sont bien sûr hommes, mais à travers la germanité. Il suffit de lire Fichte, le discours à la nation allemande, pour le comprendre. Donc il y a des cheminements divers selon les peuples et leur histoire propre, qui n'est pas la même. On pourrait disserter longtemps. J'ai vécu la fin de la guerre d'Algérie. Il y avait Pierre Chollet, peut-être, qui était orphelin, mais j'ai quand même vu cela de mes yeux, la foule des pieds noirs
s'agglutinant sur les quais du port d'Oran, en attendant qu'on leur envoie le porte-avions Lafayette, parce qu'il manquait de bateaux, hein, et il n'en est pas resté beaucoup. Hein. De même que si je prends les Juifs dans le monde arabe, alors pour des raisons diverses, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Disons qu'il y a des phénomènes identitaires qu'on peut déplorer, que vous et moi déplorons, et qui relèvent quand même de la science de l'observation. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Enfin, je voudrais défendre même une petite tonne au verbe sursauter, parce que j'ai pris la précaution de le lire attentivement. Une petite tonne. Il n'est pas pour le choc des civilisations. Il dit bien qu'il faudrait l'éviter. Et il dit que nous devrions nous mobiliser pour éviter les chocs de civilisation qui seront les plus violents et les plus meurtriers qu'on peut imaginer. Donc, je pense qu'on lui fait une réputation à partir du titre de son livre, Le clash des civilisations. Mais quand on le lit attentivement, c'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Alors, il a sans doute tort de découper les civilisations en il y en a 8 ou 9, je ne sais plus. Par exemple, les orthodoxes. Les orthodoxes s'opposent aux occidentaux. Enfin, les orthodoxes sont aussi jusqu'en 1054, ils faisaient partie de la chrétienté. Ce sont des plus, vous l'avez dit. Et ça, c'était un coup des papes et du Saint-Empereur romain germanique qui a discrédité l'empire byzantin, Constantinople, et qui ont inventé une querelle, le filioque. Est-ce que le Saint-Esprit procédait du Père, hein, comme on le disait à Constantinople, ou bien est-ce qu'il procédait aussi du Père et du Fils, comme on le soutenait à Rome? Alors, c'était évidemment une bataille qui concernait le soft power, parce que le soft power s'est passé par le canal de l'Église. C'était vers le 5e siècle, ces batailles. Et voilà, ces batailles étaient des batailles furieuses. Et c'était des batailles, au fond, identitaires, parce qu'on a réussi à cristalliser des religions et des soi-disant civilisations, selon les dictates, parce que moi je ne crois pas beaucoup, effectivement, non plus à cette opposition. Et je pense que nous sommes tous d'abord des hommes, puis ensuite nous sommes aussi autre chose, mais nous sommes aussi autre chose. Et bien entendu, nous devons essayer de dépasser nos conditionnements. Et ils existent. Et on ne peut pas comprendre l'histoire humaine si on en reste à ce que me disait ma mère aussi. Il y avait les pauvres, il y avait les riches. Nous étions tous des pauvres, ce qui d'ailleurs n'était pas tout à fait vrai. Mes parents étaient instituteurs l'un et l'autre, et ils ont été les premiers du village à acheter une traction avant la guerre de 1920. Voilà. Donc, voilà. Mais quand même, on était censé être du côté des pauvres. Et bon, j'ai entendu aussi beaucoup d'autres choses qui sont plus ou moins vraies, mais je ne vais pas en faire le catalogue. Donc voilà, je vous ai fait une réponse un peu comme notre discours, qui est un discours un peu, je dirais, très agréable à suivre. Je ne suis pas sûr d'avoir réussi à rivaliser avec vous. Voilà. Voilà. Vous allez répondre et puis ensuite on ouvrira les questions. Donc, ici, le glissement de langage sur quelque chose qui s'appellerait civilisation judéo-chrétienne, comme disent les Anglais, I don't buy it. Parce que jusqu'à présent, aux yeux du judaïsme, il n'y a aucune reconnaissance de la qualité religieuse du Christ. C'est toujours pareil. Et autant le christianisme a pu faire un monde honorable, bien sûr qu'il avait à faire un monde honorable, et dans l'autre sens, et comme l'explique très bien le père Joachim Mubarak, il dit, côté chrétien, on attend toujours la réciproque. Le fait de ne reconnaître, de penser que le Christ est un imposteur, excusez-moi, moi, ça, quelque part, ça me dérange. Et donc, il faut qu'il y ait là, avant de pouvoir parler de civilisation judéo-chrétienne, il faut qu'on ait mis de l'ordre dans cette question. Ça me paraît quand même important. Nous avons nettoyé, côté chrétien, on a nettoyé tous les textes, tout antisémitisme, toute parole blessante. Mais de l'autre côté, je
crois que la position est toujours la même, c'est-à-dire qu'on considère que le Christ est un faux prophète, ou un faux... et donc là aussi, le christianisme en plus s'est bâti contre le judaïsme. Et là, il a fait des erreurs massives, et tout à fait condamnables. Il a raison d'avoir fait une repentance. Mais de là, aujourd'hui, à dire civilisation judéo-chrétienne, moi j'ai beaucoup de mal avec ce concept. Parce que l'histoire le démontre. L'histoire démontre ce concept. Et jusqu'à présent, je reviens, et c'est dans les écrits du Père Moubarak aussi, le Père Moubarak a demandé que le Vatican demande aux chefs des communautés israélites de nettoyer leurs textes aussi par rapport au Christ, comme le christianisme l'a fait par rapport au judaïsme. Donc parler de civilisation judéo-chrétienne, je pense que c'est une facilité de langage pour faire oublier le passé, mais ça ne règle pas sur le fond les problèmes. Et on voit qu'il y a l'antisémitisme qui persiste aussi, et on pourrait dire aussi que l'antisémitisme est malgré tout alimenté par le drame de la Palestine, par ce que subissent les Palestiniens. Donc là, moi, je suis très prudent sur ces questions, tout en faisant la chasse à tout antisémitisme, toute formulation antisémite. Plusieurs personnes ont dit, mais on a cherché quelque part à pouvoir attaquer tes ouvrages pour antisémitisme, on les a passés tous au crible, notamment le projet éclaté, on n'est pas arrivé. Moi, je n'ai pas un seul mot antisémite, j'ai beaucoup de respect pour tous les juifs en tant que juifs, mais je n'oublie pas aussi le nombre de juifs antisionistes dont personne ne veut parler, et qui sont extrêmement importants, et qui ont un rôle à jouer, pour moi, dans l'avenir, pour enfin arriver à résoudre cette douloureuse question. Notamment, il y a M. Yaakov Rapkin, qui a écrit un ouvrage extraordinaire, il est professeur à l'Université du Québec, qui s'appelle « Au nom de la Torah, l'opposition juive au sionisme ». Tout le monde oublie qu'en judaïsme orthodoxe, l'État d'Israël est un État mécréant, aberrant, et qui sont très nombreux. On voit dans des manifestations pro-palestiniennes, on voit souvent des rabbins qui sont là et qui manifestent avec les Palestiniens. Et tout ça est zappé aujourd'hui. Parce qu'évidemment, c'est gênant pour l'État d'Israël qu'il y ait... J'ai moi-même connu la femme du rabbin de Netura Karta, qui était d'ailleurs une catholique convertie, et donc, en tant que converti, on fait souvent de la surenchère, qui est venue me voir, on a parlé ensemble. Donc, il y a, et là de nouveau en France, on a fait des surenchères avec la loi Guesso. Et j'ai eu un ami très cher qui a eu sa carrière universitaire brisée, qui est lui-même juif, parce qu'il a écrit Intolérable, intolérable quand il a eu l'affaire Corruption. On a passé sa carrière universitaire. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire pour décrisper et pour mettre un peu, à mon avis, un peu plus de cartésianisme dans ces questions. L'État d'Israël, aujourd'hui, est un État d'apartheid. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir la différence avec l'Afrique du Sud. Beaucoup de mal. Et tout le monde oublie que la Palestine était ouverte à tout le monde avant la déclaration de Balfour. Il y avait les Samaritains qui étaient là depuis des milliers d'années.
n'importe quel juif pouvait aller s'installer en Palestine. Et personnellement, alors moi je vais plus loin, je pense que tout ça est le travail aussi de l'impérialisme anglo-saxon. J'ai découvert un texte où un consul du Liban, j'ai découvert chez un historien libanais, un des meilleurs historiens libanais, en 1840, vous avez le consul britannique à Beyrouth qui envoie une longue lettre au Foreign Office disant: écoutez, il faut vous dépêcher, les Français sont en train de nous faire un enfant dans le dos avec les Maronites, ils ont un point d'appui fort et ils risquent de créer un État. Dépêchez-vous de ramener les Juifs d'Angleterre en Palestine, que nous ayons à notre tour notre unité d'influence. 1840, ce sont des documents. Le Liban a été déchiré par la rivalité franco-anglaise, les massacres du Mont-Liban de 1840 ou 1860, c'est aussi. Et qu'est-ce que vous voulez, quand vous avez des petits peuples, les grands peuples qui s'en emparent, ou des grandes puissances qui s'en emparent, c'est vraiment pas facile de reporter. Surtout si on pense au 19e siècle, à l'époque. Moi, je suis extrêmement prudent sur toutes ces questions. J'ai beaucoup de mal à accepter la catégorie civilisation. Les trois monothéismes ne sont pas pareils, ou alors à ce moment-là, il faut parler aussi de islamo-chrétienne. Soit on veut que les trois religions gardent leur personnalité, mais vivent en paix. Mais je ne pense pas qu'il faille faire des acrobaties identitaires, telles que la question d'un judéo-christianisme. Le terme était réservé dans les écrits savants. C'est les premières sectes chrétiennes qui apparaissent après la venue du Christ et qui ne se séparent pas encore complètement du judaïsme. C'est ça ce qu'on appelle les judéo-chrétiens. Donc c'est vous permettez de répondre, vous interroger. Ce concept de judéo-christianisme est récent. Il date d'après la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un aspect réel, c'est que le christianisme procède du judaïsme. C'est une secte qui a réussi, si je puis dire, en ce sens que, s'adressant à tous, aux gentils comme aux juifs, elle a conquis l'espace du bassin méditerranéen qu'avait unifié l'Empire romain. Les juifs à l'époque étaient encore prosélytes, mais ils étaient beaucoup moins que les chrétiens, ce qui fait que au départ les Romains confondaient un petit peu les juifs et les chrétiens, et ils ont appris à faire la distinction, et la répression s'est abattue sur les chrétiens jusqu'au jour où les chrétiens, conquérant le pouvoir avec Constantin, ont exercé la répression sur les autres, c'est-à-dire sur ceux qui tenaient justement pour une identité païenne, enfin exactement polythéiste. Chacun connaît l'épisode de Julien l'Apostat, dont les lettres sont vraiment remarquables, qui est un esprit de la Renaissance au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc, il y a quand même quelque chose de vrai, c'est que le christianisme a toujours reconnu l'Ancien Testament et le Nouveau. Les Juifs, évidemment, ne reconnaissent pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été écrit postérieurement à la vie du Christ, peut-être 40 ans après sa mort. C'est le propre de tous les textes sacrés, c'est qu'ils ont été mis en forme et écrits donc très longtemps après les faits qu'ils relatent. On peut dire ça, je crois, sans insulter la vérité. Donc, je suis d'accord pour dire qu'on va parler de civilisation européenne, de civilisation occidentale, de peut-être on va vers une civilisation mondiale, et ça n'a pas beaucoup de sens. Et
une définition comme judéo-chrétienne doit beaucoup, je dirais, à ce qui s'est passé du fait du nazisme, de l'extermination de 6 millions de juifs. Donc ça illustre le complexe de culpabilité de l'Occident. Mais en réalité, on pourrait parler des 3 religions abrahamiques qui ont quand même en commun, outre Abraham, Isaac, Ismaël, Sarah, Agar, Noé, Moïse, Jésus, Marie, qui est reconnue par l'Islam. C'est-à-dire c'est un vrai nom arabe, Myriam. C'est araméen. Donc il y a quand même un tronc commun à ces 3 religions. Il y a plusieurs troncs. Elles sont déjà elles-mêmes très diverses, mais évidemment il y a des fractures. Et les Juifs ne reconnaissent pas la divinité du Christ. C'est-à-dire que ils ne considèrent pas que le Christ soit un imposteur, ils considèrent que c'est un illuminé. Et d'ailleurs, ils n'ont pas eu le temps de beaucoup insulter le christianisme, parce que je vous rappelle que le peuple juif a été dispersé, enfin, on dit qu'il a été dispersé. Je sais bien qu'il y a un historien israélien qui dit le contraire, mais quand même, la destruction du temple, c'est 70 après Jésus-Christ. Tout ce qu'a raconté Flavius Joseph, c'est quand même assez rapide. Donc, les Juifs n'ont pas eu le temps d'insulter les Grecs. Selon moi, qu'est-ce qui pourrait changer leur texte sacré? Rien, parce que leurs textes sacrés sont beaucoup plus anciens. Ils datent du 5e, 6e siècle avant notre ère. Donc, voilà, je ne suis pas en désaccord avec vous. J'emploie pas cette expression de civilisation judéo-chrétienne. Il y a plutôt une civilisation européenne, occidentale, enfin, ça dépend des époques d'ailleurs. Très variable. Je ne vais pas laisser la réponse à la réponse à la réponse. On va donner un petit peu, à part un débat théologique. On va prendre quelques questions de la salle, si vous voulez bien, des diplomates, des reporters internationaux, il y a tous les citoyens qui sont venus ici, poser quelques questions. On va prendre plusieurs questions, et puis il y aura une réponse générale. Alors, qui va prendre la question ? Merci à Georges Corbe et Jean-Pierre Chevènement pour cet échange très stimulant. Moi, je formulerai une question qui revient un peu de manière assez centrale au propos de Georges Corbe et aux remarques de Jean-Pierre Chevènement. Le point, c'est pourquoi, et Georges Corbe y a fait allusion, pourquoi le wahhabisme et l'idéologie des frères musulmans ont-ils à ce point occulté l'islam des Lumières, entre guillemets? Pourquoi citons davantage Hassan al-Banna, Saïd Qutb, plutôt que Ibn Khaldun, dont tu as parlé, ou Avicenne et Averroès? Quelle est la machinerie qui fait que, en tout cas, beaucoup de chercheurs qui ont fait allusion d'islam français se sont contenus à une espèce d'admiration apologétique des frères musulmans wahhabites? Et pourquoi, en France, mais en Europe de manière générale, cet islam des Lumières a été fortement délaissé et que, dans les débats actuels, on a l'impression qu'on est justement dans une confrontation absolue avec cet islam réduit qui recouvre l'hérésie wahhabite, mais aussi, on pourrait parler de l'hérésie d'Hassan al-Banna. Merci. Et d'autres questions? Saisissez l'occasion. Alors, une question pour chacun. Monsieur Corbe, quand on parle de laïcité, est-ce que vous pensez que le modèle laïque qu'on entend en France est transposable hors de France? Parce que mon analyse de la situation, de la question plutôt, c'est que la laïcité à la française est le fruit d'une histoire très française, d'une suite de guerres de religion, et c'était, enfin entre autres, c'est très lié aussi à l'histoire de la Troisième République, mais je ne pense pas, moi qui suis binational, qui me sens laïque en France et moins dans mon pays d'origine,
Je ne pense pas que ce soit transposable. On peut parler de sécularisme qu'on trouve un petit peu partout en Europe, mais est-ce que parler de laïcité au-delà, je dirais même de l'Hexagone, hein, même dans les Outre-mer, disons qu'il y a... c'est pas exactement la laïcité, mais en Alsace-Moselle d'ailleurs. Est-ce que c'est un modèle transposable? Et si ça l'était, pourquoi on ne l'imposerait pas déjà en Alsace-Moselle? Et ma question pour M. Chevènement, c'est plus une question d'actualité. On a eu une série d'hommages cette semaine suite à la mort de Georges Bush-Père. Je ne sais pas si vous avez une déclaration ou pas. Quel aurait été l'hommage que vous lui aurez rendu? Georges Bush-Père. Père, oui, qui est mort cette semaine. Enfin, samedi dernier. Moi, j'aurais une question aussi, quand j'ai du coup, j'en profiter. J'ai lu votre dernier livre, La Nouvelle Question d'Orient, et l'analyse que vous faites du monde après la Seconde Guerre mondiale, et notamment de cette division du monde lors de la guerre froide et de l'utilisation du Moyen-Orient comme arme en fait, de conflit, pour un conflit interposé. Et je me souviens aussi de ce discours de Nobel de Garcia Marquez qui parlait de solitude de l'Amérique latine. Pour moi, est-ce que justement, après toute cette histoire qui a touché le Moyen-Orient, ces manipulations, plutôt cette appropriation de l'espace, ces conflits, on pourrait aussi parler de solitude du Moyen-Orient? Du Moyen-Orient. Alors donc si je récapitule, première question, pourquoi le wahhabisme est emporté sur l'islam des Lumières? Deuxièmement, est-ce que la laïcité est transposable en France? Question à Jean-Pierre Chevènement, la réponse a été donnée à la radio apparemment. Et la dernière question donc, sur la solitude du Moyen-Orient. Moi j'aimerais bien que le Moyen-Orient ait un peu de solitude, tout le monde est là. Hein. Vraiment. Alors, la laïcité transposable. Bien sûr que la laïcité est transposable. Mustafa Kemal en Turquie a fait quand même un modèle qui a été. On voit ce que ça donne sans parler. Ah oui, mais si vous travaillez, si vous utilisez le religieux pour des objectifs politiques, c'est très clair que les Britanniques et puis les Américains ont joué l'islam politique. C'est d'ailleurs dans les ouvrages de Brzezinski, c'est très bien expliqué, avec un cynisme. Un jour, on lui a posé la question, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir tellement instrumentalisé l'islam, puisque maintenant, il y a du terrorisme. Qu'est-ce que c'est que ce terrorisme à côté de la victoire que nous avons eue sur l'URSS? Bon. Et les Russes savent très bien que la Syrie, ces dernières années, était un nouveau champ de préparation de bataille pour après les envoyer en Russie, dans le Caucase et en Russie. Donc, c'est pas par l'amour des Syriens ou l'amour de la puissance que les Russes ont débarqué en Syrie, je pense. Donc, la laïcité, on lui fait toujours certains accommodements. Et là aussi, je vous rappelle que la France coloniale n'était pas laïque, et je ne sais plus lequel a dit la laïcité n'est pas un produit d'exportation. Il y a un ministre français très connu qui a dit que la laïcité n'était pas un produit d'exportation. Et au Liban, on ne nous l'a pas exporté. Au Liban, au contraire, le haut-commissaire a fait un arrêté qui est la vraie constitution du Liban. Il a fait un arrêté qui institue les 16 ou 17 communautés dans l'ordre public comme intermédiaire entre les citoyens et l'État, en disant qu'il sera créé une communauté de droit commun pour les Libanais qui ne veulent pas se reconnaître dans une des communautés religieuses. Jusqu'à présent, la communauté de droit commun n'a pas été prise, et les laïcs au Liban, malheureusement, ils sont prisonniers d'une relation maître-esclave. Ils disent, au lieu de dire supprimons cet arrêté et faisons un statut personnel unifié, et puis celui des Libanais qui ne veut pas rester dans un statut personnel laïque, il aura le choix de choisir. Non, on reste dans la psychologie, donnez-nous la minorité qui ne rentre pas dans les communautés historiques.
c'est pas sérieux. C'est de la relation maître-esclave et ça ne va pas du tout. Quoi. Alors l'apparition des frères musulmans, elle est tout à fait concomitante avec la création de l'Arabie saoudite. C'est exactement les mêmes dates. Et qui a armé les guerriers wahhabites? Ce sont les Anglais. Après, ils ont dû les massacrer à un moment donné, parce que les wahhabites, ils voulaient continuer et prendre la Jordanie et prendre la Palestine et tout ça. Et donc les Anglais les ont arrêtés militairement. Mais c'est concomitant. Le royaume est créé en 1928, les frères musulmans en Égypte sont créés en 1928. Et je vous rappelle aussi que chaque fois qu'un frère musulman était arrêté en Égypte, toutes les associations de droits de l'homme dans le monde se mobilisaient. Quand Nasser a mis en prison des milliers et des milliers de communistes, j'attends encore d'entendre la protestation. Lorsque vous avez eu récemment aussi des assassinats de penseurs libres musulmans en Égypte, c'est arrivé. On n'a pas entendu de telles protestations. Quand on a assassiné Farag Fawda, par exemple, je n'ai pas vu Amnesty International lancer de grandes campagnes. Donc, quelque part, il y a cette manipulation du religieux qui est extrêmement forte. Quand je vous ai cité ce document qui remonte à 1840, c'est quand même étonnant. Et je pense personnellement que le Liban est un État tampon entre les anciennes ambitions britanniques et les ambitions françaises. Et c'est pour ça que nous avons eu des massacres dans la montagne. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a divisé la montagne libanaise en une préfecture druze et une préfecture maronite, sous domination anglaise, l'autre sous domination française. Et que ça n'a pas marché parce que c'était plein de villages mixtes, que les populations vivaient depuis des siècles entremêlées. Ils n'ont pas voulu de ce statut. Et donc après, on a fait un autre régime semi-colonial, c'est-à-dire qu'on a fait un régime où les 5 grandes puissances coloniales de l'époque surveillaient un gouverneur ottoman qui devait être de confession chrétienne. Et en général, ils ont eu des Arméniens. Et il y avait un conseil des consuls qui surveillait ce qui se passait. Donc le Liban n'a pratiquement pas été indépendant, effectivement. Il garde un statut d'État tampon, et d'ailleurs on voit l'État tampon, à chaque fois qu'il y a une secousse régionale, le Liban est mis à mal. Ce qu'il a le plus mis à mal, c'est sûrement la création d'Israël. On sait qu'il y a des documents israéliens qui disaient nous ne pouvons pas accepter un État multicommunautaire à nos portes, il faut déstabiliser le Liban, et voilà ce que nous proposons. Il y a des documents israéliens qui sont... donc voilà, je pense que c'est très important. Le jeu à la religion a été quelque chose de terrible, et il continue. On continue d'instrumentaliser la religion. Là encore, moi je regrette que lorsque vous avez des éléments progressistes ou dans un pays quelconque, on ne s'occupe pas beaucoup si vous avez des personnalités progressistes qui sont assassinées. Hein. Mais si vous avez une personnalité bien réactionnaire et bien dans l'idéologie de la globalisation qui est assassinée, oh là là, le ciel vous tombe sur la tête. C'est là où moi j'espère que mon travail aide mes lecteurs à démêler un peu tous ces chevaux. Alors est-ce que Huntington, oui, Huntington dit probablement qu'il ne veut pas la guerre de civilisation, mais le scénario qu'il a à la fin de son livre, c'est quand même une bombe atomique qui est lancée d'Alger sur l'Europe. Son scénario, il est là. Et
je ne crois pas qu'il soit très innocent. Hein. Qui plus est, je crois que sur le plan épistémologique, son ouvrage est un délire. Sur le plan de la cohérence épistémologique, il emploie indistinctement le mot civilisation, religion, nation, aucune rigueur. Ce qui arrive aux anglo-saxons, peut-être que nous, notre culture cartésienne et française, on était plus rigoureux, on devient de moins en moins, au fur et à mesure qu'on s'anglo-saxonise. Et voilà. Malheureusement, la France ne prend pas ne met pas beaucoup de cartésianisme. Alors moi, je propose souvent, si je peux le dire, que sur les réfugiés, par exemple, syriens, et que les Français viennent voir. Nous avons reçu 1,5 million de réfugiés syriens sur une population de 4 millions. Et ça s'est bien passé. Ils ne veulent pas rentrer chez eux en plus. Parce qu'ils ont des aides du Haut Commissariat, les maris travaillent, en plus sur le marché du travail, leur est ouvert, etc. Oui, et le gouvernement libanais a fait des choses extraordinaires, absolument extraordinaires. Il y a une grande organisation qui s'appelle AMEL, qui n'arrête pas d'aider les réfugiés, de les scolariser. Donc, on a fait un travail extraordinaire. Il faut que les Français viennent voir. En plus, nous, la femme musulmane libanaise, je ne sais pas si ça dit quand même, le voile intégral noir jusqu'à la mini-jupe. Souvent, vous voyez la mère avec un voile noir de haut en bas, et puis la fille qui a une mini-jupe ou un jeans ultra serré. Plus personne ne s'occupe de regarder. Alors moi, à un moment, je m'amusais à compter en marchant sur la corniche combien de femmes voilées, combien de femmes non voilées. Et évidemment, ça a augmenté pendant les week-ends, les femmes voilées devenaient majoritaires, mais pendant la semaine, c'était les non voilées qui étaient. Moi, je crois que les Français devraient venir faire des stages au Liban. Parce que vous, si vous aviez reçu le même nombre de réfugiés que nous avons reçus, ce serait 22 millions de personnes que vous auriez reçues. Et là, il y en a 13 000 ou 30 000. C'est la crise de net permanente, si vous me permettez. Ah, non, mais vraiment, moi je parle sérieusement, il faut que vous veniez voir. Il faut que vous veniez voir. Personne ne s'occupe. La femme, combien elle est voilée, comment elle... Alors vous avez toutes sortes de voiles qui sont beaux. Moi, c'est une vraie proposition du coup. Inscrivez-vous à la fin pour le voyage d'études avec Georges Corre. Il faut que les Français viennent voir. Moi, je trouve que c'est exceptionnel. C'est une qualité libanaise que nous avons, dont je suis très fier. Bon, c'était le mot de la conclusion. On va devoir rendre l'amphithéâtre, mais la conclusion, c'est lisez Georges Corre. On n'a pas eu le temps d'explorer l'ensemble de ce que vous avez, de nombreux concepts que vous avez déployés dans vos livres, le fait de la volonté d'Occident de barbariser l'Orient, qui fait que la question d'Orient est en fait, selon vous, une question d'Occident, et l'impérialisme humanitaire, voilà, toutes ces questions qu'on n'a pas eu le temps malheureusement d'aborder aujourd'hui, mais que vous retrouverez dans la nouvelle question d'Orient, la lecture profane des conflits, etc. Bonne lecture à vous tous, bonne soirée. Et pour ceux que ça intéresse, on peut continuer la discussion autour d'un verre dans le café d'à côté. Merci.